Merci à tous, on est ravis de vous voir nombreux à cette table ronde. Je pense que le sujet intéresse tout le monde et on a la chance d'avoir un panel d'invités que je remercie qui vont faire part de leurs expériences sur des secteurs d'activité différents. Donc je vais commencer par Élodie Paillasson, Best Western. Donc Élodie est directrice digital et data chez Best Western. Nous avons également Guillaume Planet du groupe SEB. Guillaume est VP Média et Digital Marketing. Et Sylvain Gousseau chez Bouygues Telecom, directeur opérateur de réseau, Big Data et Innovation. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de peut-être vous présenter, de nous expliquer un petit peu ce que vous faites dans vos différents services. Donc je pense que vos sociétés, on les connaît, mais si vous avez quelques chiffres pour qu'on replace un peu, parce qu'il y a des sociétés dont on n'a pas forcément en tête l'importance. Donc je vous laisse la parole, on va commencer par Élodie. Bonjour à tous, je suis Élodie, la directrice digitale et data de Best Western Hotel & Resorts. Best Western Hotel & Resorts, c'est la première coopérative dans le monde regroupant uniquement des hôtels indépendants. On a environ 4000 hôtels dans le monde dans plus de 100 pays et on a un portefeuille de 9 marques qui va de l'hôtellerie économique, donc du 2 étoiles au 5 étoiles, avec un positionnement plutôt sur du haut de gamme. J'encadre une équipe de 10 personnes et donc j'ai dans mon périmètre tout ce qui est marketing, e-commerce et système d'information. Et l'enjeu de ma direction, c'est de mettre les outils technologiques au service d'une stratégie marketing B2B et B2C. Et la mission de Best Western en France, c'est d'accroître la rentabilité de chacun de nos hôteliers, ceux-ci étant indépendants. Ils ont une logique business commerçant qui est très importante. Merci Élodie. Guillaume, par exemple, oui. Ah oui, un petit bouton. Non, l'autre. Pardon. Bonjour, donc je suis Guillaume, je travaille chez Groupe SEB. Alors Groupe SEB, la marque SEB est une marque qui est très connue. J'imagine que la plupart d'entre vous ont des produits depuis toujours de chez SEB dans leur foyer. Mais c'est aussi une entreprise qui a des marques comme Tefal, Moulinex, Rovinta et Krups, qui est le leader mondial du petit équipement domestique avec un chiffre d'affaires qui est de 6,5 milliards et dont le premier marché n'est pas la France, mais maintenant la Chine depuis quelques années. Donc ça, c'est pour le contexte. C'est souvent une société qui est en réalité assez peu connue. Après, donc moi, je suis en charge du sujet média et digital marketing, avec un focus essentiel sur les sujets d'accélération ou transformation digitale, avec une problématique qui est assez simple et assez commune à pas mal de sociétés, qui est qu'on est face à des consommateurs dont le parcours est complètement digitalisé ou très largement digitalisé sur nos catégories, avant, pendant et après l'achat. Qu'on est une entreprise industrielle qui existe depuis 1857. Donc il y a un enjeu d'adaptation à ce nouveau monde, sachant que ce nouveau monde est aussi une opportunité, celle de pouvoir créer une relation directe et personnalisée avec nos consommateurs, ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là, puisqu'on était vendu par des Darty, des Fnac ou des Amazon maintenant. Donc à la fois des enjeux pour s'adapter aux consommateurs, mais aussi d'énormes opportunités sur lesquelles on travaille. Voilà. Merci. Terminons donc par Sylvain. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc Sylvain Gousseau, Bouygues Telecom. Alors Bouygues Telecom, je pense que tout le monde connaît. Je vais rappeler rapidement. C'est 7000 collaborateurs, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 18,8 millions de clients dans le mobile et dans le fixe, haut débit et très haut débit. Pour moi, je m'occupe de l'innovation et de la data. Donc l'innovation et la data, ça représente une trentaine de collaborateurs. L'innovation, c'est l'innovation technologique et l'innovation d'usage principalement. Et puis, sur la data, on est une quinzaine. Pour ma part, la data, c'est très vaste chez un opérateur de télécom, on y reviendra sûrement. Pour ma part, je m'occupe de la data science, du plan de transformation data et de la gouvernance de la donnée principalement. Voilà, c'est une quinzaine de collaborateurs et il y a à peu près 10 data scientists chez Bouygues Telecom. D'accord. Alors, revenons sur la stratégie data. Est-ce que c'est identifié dans vos entreprises? Quels sont les enjeux? Je vais juste faire une petite chose, parce que votre micro, il est super puissant. Hop, le mettre un petit peu là. Okay. Je pense que ce sera mieux. Vous voulez démarrer, peut-être, Guillaume? La stratégie data de SEB, elle est identifiée? Oui, alors c'est un sujet clairement COMEX.
C'est un sujet qui est transversal à toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc sur les dimensions marketing, dont moi j'ai la responsabilité, en tout cas sur la partie marketing communication. Pour être concret, simple et à peu près précis sur dimension marketing, il y a trois grandes briques, trois grandes opportunités. La partie insight, comment réinventer le métier des insights et devenir beaucoup plus pertinent, précis, spécifique et évolutif grâce à la data, parce que la data c'est de l'information, notamment sur les consommateurs. La deuxième grande brique, c'est l'activation. Comment arriver à personnaliser et scénariser les parcours consommateurs avant, pendant et après l'achat. J'imagine que c'est aussi des sujets chez Best Western, comme chez beaucoup de monde. Et la troisième grande brique, c'est l'analytique, la mesure de l'efficacité, où là aussi on a une grande opportunité de pouvoir mesurer beaucoup plus précisément et beaucoup plus efficacement nos stratégies marketing, avec derrière deux thèmes de création de valeur. Le premier, bien évidemment, c'est de pouvoir mieux monitorer nos investissements. Et le deuxième, et qui est le plus important, c'est de construire la courbe d'expérience dans ce monde qui est complètement nouveau, où on débarque tous et on est tous en train d'apprendre. Donc ça, c'est pour la partie marketing. Après, il y a d'autres dimensions. Ça transverse toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Il y a la dimension de l'industrie, à laquelle je ne touche pas du tout, mais qui est un vrai sujet, la data dans l'industrie. Et autre dimension, tout ce qui est logistique, transport, le e-commerce évidemment. Donc c'est vraiment très transversal à toute l'entreprise et piloté par notre COMEX qui en fait un sujet central de sa stratégie. D'accord, parfait. Élodie, ça résonne un peu par rapport à ce que vous faites Oui, tout à fait. Alors, je rejoins ce que Guillaume vient de dire. La data, c'est un sujet qui est très transversal et qui doit être transversal. Enfin, on ne fait pas une transformation digitale tout seul dans son coin. Ce qui est important pour Best Western, c'est que cette data, elle nous permet de mieux connaître les clients. Et mieux connaître les clients, derrière, c'est un objectif, certes, business, donc l'amélioration des performances de l'entreprise, mais ça a également un objectif de reconnaissance des clients. Et c'est vraiment sur ces deux points que Best Western s'attache à exploiter la data. Très bien. Alors Sylvain, on disait, la data, c'est un petit peu au cœur de notre métier dès le départ. Oui, alors la data, c'est très ancien. Chez tous les opérateurs de télécom, ils ont la chance finalement d'être digital par nature. Et même leur outil industriel produit de la donnée. Donc on produit énormément de données, tant sur le plan technique, le réseau de télécommunications, les communications mobiles, fixes, et puis bien entendu tout le CRM. Et donc on a cette chance, mais qui va devenir un des enjeux aussi. On a cette chance d'avoir énormément de données à notre disposition. Donc on fait de la data depuis notre plus jeune âge. Là où on parle plutôt de stratégie data, c'est au moment où le big data est arrivé. Donc le big data est arrivé par l'IT qui a dit tiens, c'est l'occasion de réduire un peu mes coûts de stockage, donc pour passer sur du Hadoop. Ils ont fait ça autour de 2014. Et puis en 2016, c'est vraiment là où on a posé la stratégie data dès le premier trimestre. J'ai eu la chance de m'en occuper et de se dire c'est un enjeu de transformation. Et cet enjeu de transformation, il tourne beaucoup finalement sur le fait de pouvoir utiliser les nouvelles technologies et les nouvelles compétences, notamment de la data science, mais également de mettre à disposition tout un patrimoine de données et de le mettre à disposition de tous les utilisateurs et de tous les producteurs de la data. En termes de chiffres, le data lake de Bouygues Telecom, c'est gros, ça fait 5 pétaoctets, donc c'est un gros data lake, ça aiguise les appétits de tous les industriels. On a 100 personnes qui travaillent sur la data. Il y a 50 data users. Voilà, ça peut être des contrôleurs de gestion, ça peut être des experts CRM, des personnes qui s'occupent des campagnes. Et puis 50 data users et puis 50 data producers. L'IT, mes équipes de data science et de gouvernance, et puis toute la partie connaissance client classique, les statisticiens typiquement. Les enjeux très rapidement. Le premier enjeu, c'est la création de valeur. Ça, on s'en est tous parlé. Alors nous, on a de la création de valeur autant sur les sujets de l'outil industriel que sur les sujets clients. Et puis je pense que ça va être tout l'objet on espère retenir votre attention sur tous ces éléments-là plus tard. Le deuxième, c'est la gouvernance de la donnée.
Et alors, ça sera un sujet, je crois qu'on y revient, et nous, c'est un des enjeux majeurs en ce moment, puisque j'expliquerai pourquoi personne n'aime ranger sa chambre, et pourtant, c'est vraiment essentiel, parce que c'est ça qui ouvre toutes les opportunités sur le patrimoine de la donnée. Et puis, on a un enjeu sur la data qui arrive, qui est l'intelligence artificielle. J'ai la chance aussi d'avoir l'innovation, donc ça se combine assez bien. Et donc voilà aussi un des enjeux qui est devant nous. Gouvernance de la donnée, c'est en ce moment, et puis création de valeur, c'est depuis qu'on a ouvert ce plan data en 2016. Ben merci, on va revenir tous sur ces différents sujets pour les explorer plus en détail. Alors quand on parle innovation et data, on se dit finalement avant on allait sur le terrain, on allait voir les clients, on faisait des études de marché, on essayait de comprendre leurs besoins. Est-ce qu'aujourd'hui on a basculé vers quelque chose de beaucoup plus numérique, digital, et on se dit finalement c'est dans la data que se trouvent les réponses et on n'a plus besoin d'aller interroger le client? Comment ça se passe dans vos entreprises? Qui veut démarrer? Guillaume peut-être? Alors, je dirais qu'on est entre deux mondes, sachant que évidemment, pour les sujets marketing, le consommateur doit rester le point de départ. Et la grande opportunité de la data pour nous, c'est que justement c'est de l'information sur le consommateur beaucoup plus importante que ce qu'on avait par le passé. Après, concrètement, la façon dont ça se passe, c'est que donc, je disais, on est entre deux mondes, c'est-à-dire que les outils traditionnels, que ce soit panel, études UNA, brainstorming, continuent évidemment à être réutilisés, et ça reste la grande norme. Après, de plus en plus, on s'appuie effectivement sur de nouveaux types d'informations, que ce soit la data qui vient du social. Donc, il y a tout un travail sur le social listening qui permet de mieux comprendre quelles sont les attentes et aussi les frustrations, les freins que peuvent avoir les consommateurs. Donc, c'est une source d'insight qui est de plus en plus importante, avec de l'information qui remonte des réseaux sociaux, mais aussi des technologies qui permettent de le traiter, et de nouveaux profils type data scientist ou planner strat renouvelés, on va dire, qui permettent de traiter ce type d'informations. Les outils de CRM sur lesquels on est en train de fortement accélérer les bases CRM sont aussi une opportunité de connaissance consommateur. Et demain aussi, pour le moment on ne le fait pas, mais c'est quelque chose qu'on a dans le viseur, tout ce qui vient des moteurs de recherche qui va nous permettre de pouvoir vraiment avoir une compréhension beaucoup plus fine qu'on avait par le passé des consommateurs. Après, le processus d'innovation évolue en raison de ces nouvelles sources d'informations, de ces nouvelles technologies qui permettent de les traiter, mais aussi en raison de l'évolution des mindsets. Par exemple, chez nous, on a des anthropologues, donc des gens qui vont observer les gens dans leur foyer. Donc chez Seb, il y a des anthropologues qui vont observer les consommateurs dans leur foyer pour les comprendre finement. Et il y a de nouvelles méthodologies de travail. On est beaucoup dans la co-construction avec les consommateurs. On utilise beaucoup des typologies. On travaille avec Soper, qui est un spécialiste du design thinking. Donc c'est à la fois des nouvelles sources d'information, et notamment la data, mais aussi des nouvelles façons de travailler qui nous permettent d'être dans un processus de réinvention du processus d'innovation, que ce soit marketing, produit ou communication. D'accord. Donc le client n'est pas oublié dans le processus. Le client est au centre. On ne peut pas. Plus que jamais. Élodie, je crois que design thinking, ça oui, résonne aussi par rapport à tout à fait. ce que vous faites. Ça résonne. Aujourd'hui, pour moi, il faut combiner... Ça marche ? Pour moi, aujourd'hui, il faut vraiment combiner data et consommateur, enfin vraiment poser des questions aux consommateurs. Et justement, toute l'importance de combiner et data et design thinking. Design thinking, c'est des nouveaux process qui permettent d'avoir un feedback de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut innover, on peut faire des choses. L'important, c'est de savoir quel est le ressenti et quel est le point de vue du consommateur. Et si on perd ça de vue, on va faire des innovations qui ne seront pas véritablement en lien avec les usages. Donc pour moi, c'est une véritable combinaison entre data et feedback utilisateur. Je vais vous donner un exemple. On est en train de lancer un test chez Best Western qui permet d'identifier le parcours de navigation de l'internaute sur notre site internet. L'objectif, c'est de comprendre les points de friction, les irritants, et comprendre pourquoi un internaute ne va pas forcément au bout de sa navigation. Alors, on va avoir des données sur l'internaute qui ne va pas avoir, par exemple, complété l'intégralité du formulaire de réservation. Donc, on va savoir que, par exemple, on va peut-être être capable de dire que c'est parce que le formulaire était trop long qu'il n'a pas été au bout.
En revanche, toutes les raisons émotionnelles, les raisons psychologiques qui font que cette personne-là, elle doit consulter sa femme ou son mari pour confirmer la réservation. Parce qu'elle a peut-être eu un coup de téléphone entre-temps et que du coup, elle n'a pas fini sa réservation sur le moment. Ça, c'est des informations qu'on n'aura jamais avec la data. Donc, c'est vraiment continuer d'interroger les clients, nos clients, et se servir bien évidemment des datas qui sont une source d'idées potentielles et nouvelles. Ouais, moi je vais dans le sens d'Élodie sur le fait que alors la data apporte quand même beaucoup sur la compréhension de la préférence client. Ça reste un sujet qui s'est développé. Notamment, un des grâles du marketing, ça reste quand même la voix du client, comprendre ce que le client pense. Et c'est vrai qu'avec la data, alors avant on pouvait déjà le faire avec les sites web, et tu l'as parfaitement illustré avec toute la captation de la navigation, mais désormais vous avez tout le speech to text ou tous les chatbots dans lesquels finalement les clients s'expriment et on peut récupérer le dialogue. On le fait dans le respect de la GDPR, de la CNIL. C'est pas vraiment nécessaire d'être au client unitaire. On est là pour capter finalement le ressenti client par rapport à une offre, par rapport à une promotion. Mais c'est vrai qu'on a des nouveaux outils data qui nous permettent d'apprécier davantage le fonctionnement et la manière dont nos clients les utilisent. Néanmoins, le client il reste au centre. De toute façon, mes patrons me tueraient si je disais pas ça. Donc le client il reste au centre et on a besoin de lui parler, notamment, c'est ce que tu disais, pour tous les sujets émotionnels, pour tous les sujets pour lesquels finalement on va préférer un iPhone, pour tous les sujets nous on détecte pas, qui est un client qui prend un forfait parce qu'il y a beaucoup de roaming à l'intérieur et qui peut se déplacer à l'étranger. Donc c'est des éléments dans lesquels consulter le client, notamment sur les sujets innovants, les nouveaux produits, la préférence de marque aussi, tous les sujets de préférence de marque, le paneling et puis toutes les nouvelles méthodes comme le design thinking nous permettent finalement d'affiner. Mais la data a quand même fortement transformé la manière dont on comprend le client et la voix du client. D'accord. Alors du coup, se pose la question de par où on commence, la data, le client. Est-ce que en triturant, manipulant, exploitant ces données, je pense au big data, c'était un petit peu l'idée au début, est-ce qu'on arrive quand même à découvrir des idées, des choses nouvelles auxquelles le client n'aurait pas forcément pensé? Est-ce que vous avez des exemples ou des choses qui pourraient montrer que la data parfois est à l'origine d'une innovation? La question piège. Alors, moi, je pense que la data permet de challenger nos idées. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée, on va la confronter, la triturer, la challenger avec la data. Et la data va nous permettre aussi d'avoir un retour sur les tests qu'on peut faire. Donc on est véritablement en mode itératif, en agilité. Alors on en entend beaucoup parler, mais l'objectif c'est ça. On teste nos idées, on a un retour grâce à la data, on va avoir d'autres idées avec la data, et on est toujours dans une boucle d'amélioration, de changement, d'écoute client et d'analyse des données. Sylvain, vous me disiez, on avait un petit peu le rêve de dire allez, j'ai toutes ces données, et vos utilisateurs disaient trouve-moi pourquoi mes clients partent ou restent. C'est un peu ça au début. Mais ça reste quand même un rêve de se dire, et ça a été un rêve colporté notamment par le marketing du big data, de se dire il suffit de mélanger les données pour obtenir quelque chose. Ça, je pense que vous, probablement dans l'audience, vous en êtes également revenu. Il faut quand même avoir une idée de ce qu'on veut faire. Néanmoins, ce qu'apporte la data et on va dire le big data et la capacité à avoir de nombreuses données à disposition, c'est qu'on visualise mieux le patrimoine de toutes ces données. On se dit, bah tiens, maintenant je peux mélanger des notions marketing et des notions techniques. Un exemple qui en ce moment nous tient à cœur, c'est les parcours clients à succès dans l'installation de la box. Alors, j'en vois pas encore qui grogne, mais l'installation de la box chez soi, c'est parfois un parcours compliqué. On la reçoit pas à temps, on la reçoit avant que la ligne soit établie. Et en fait, il y a un parcours client nominal qui est établi très intelligemment par les équipes de l'expérience client. Et en fait, grâce à la data, on se rend compte que finalement, la vraie vie fait que on n'a pas le parcours client idéal. Et la data, ici, elle nous aide à ramener le client sur les parcours clients à succès, donc finalement à revenir sur des parcours clients nominaux et à s'assurer que quand
quand on a un client qui a attendu plus de 2 semaines ou bien qui a eu les équipements pas dans le bon ordre, sa capacité à nous quitter, sa désaffection est d'autant plus grande. Et donc, on arrive à corréler finalement des éléments de supply chain, de logistique, même d'éléments techniques, de lignes disponibles, des trucs très réseau, très technologiques, avec finalement un ressenti client qui est beaucoup d'appels au service client ou bien même un départ anticipé. Donc c'est bien la combinaison de tout ça, mais on part d'un irritant business à un moment. Moi, je reste persuadé qu'il faut quand même avoir un peu l'idée de ce qu'on cherche au début et ne pas se lancer en mélangeant les données en se disant mais si ça va marcher. Moi, aujourd'hui, j'en suis revenu. D'accord. On part aussi du business systématiquement, sachant que pour donner des exemples, on est sur des catégories de produits aux cibles assez spécifiques. Donc on vend beaucoup de produits, mais produit par produit, le potentiel est assez limité. Donc à chaque fois, c'est quand même des populations qui sont assez étroites et assez spécifiques. Par exemple, on a un produit qui s'appelle Compagnon, qui est un concurrent de Thermomix, que certains d'entre vous connaissent probablement dans la salle, sur lequel on avait commencé à communiquer avec des ciblages très larges, comme on l'avait fait historiquement, donc avec des campagnes télé sur des foyers avec enfants ou des femmes avec enfants. Même pas, c'était des femmes entre 25 et 54 ans. On s'est rendu compte, grâce à la data, et notamment grâce à nos bases CRM, qu'il y avait une très forte surpondération des foyers avec enfants en très bas âge. Donc en analysant les profils de nos consommateurs, on a réussi à pouvoir être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus fin dans nos cibles. Une autre problématique qu'on a, nous pour le coup, on est encore très pauvre en data. Donc un des gros enjeux, c'est de devenir très riche en data. On pense qu'on peut le devenir parce qu'on est vraiment dans le quotidien des foyers. Nos produits sont dans le quotidien des foyers, donc il y a une énorme opportunité, mais on est encore dans la construction de nos bases. Et notamment de l'identification de nos clients, parce qu'on est en modèle de vente indirect, encore une fois. Du coup, notre cas de Big Data qu'on a déployé, c'est à travers les parcours sur nos websites, identifier les personnes, les consommateurs qui sont plutôt des clients que des prospects. On a des prospects qui viennent sur nos websites, on a des clients. C'est compliqué de pouvoir faire la distinction entre les deux. Grâce aux algorithmes qui ont été développés par nos data scientists, on arrive à peu près à identifier qui sont les clients et qui sont les personnes particulièrement importantes à en baser. Après, autre cas d'usage, besoin identifié par le métier, c'est que les parcours de décision sont complexes. Alors, on ne vend pas des produits à 30 000 euros, mais c'est des produits qui sont relativement techniques, qui sont entre 150 et 700 euros. Et donc les consommateurs vont sur Internet, passent beaucoup de temps pour rechercher de l'information avant d'acheter. Et la data nous a permis de pouvoir non seulement identifier les bonnes personnes, mais aussi de scénariser, personnaliser tout le parcours d'expérience pour mieux convertir. Donc à chaque fois, on identifie des opportunités business. On travaille avec les équipes tech pour pouvoir construire les systèmes qui nous permettent de pouvoir adresser ces enjeux business. D'accord. Élodie, vous avez aussi des exemples où la data a joué un rôle important dans l'évolution du produit ou du processus, parce que c'est aussi ça, l'utilisation de la donnée. Alors, oui, il y en a plusieurs. Je parlais du parcours client tout à l'heure. Donc, c'est comment on comprend mieux le client sur le site et quelles sont les évolutions qu'on peut mettre en place avec une logique davantage expérientielle, donc du X-Design. Donc, il y a ces datas-là qui permettent ces évolutions. On a toutes les données dans le cadre du programme de fidélité. Parce que, alors, je pense qu'on est entre Bouygues Télécom et entre Seb en nombre et en volume de données. Parce qu'on a tout ce qui est données transactionnelles et on a également tout ce qui est données liées à notre programme de fidélité. Et on a aussi des données comportementales sur le site. Donc par rapport au programme de fidélité, ça va nous permettre de mieux connaître les clients, de mieux les reconnaître et donc de personnaliser. Guillaume parlait beaucoup de personnalisation. On personnalise aussi beaucoup nos communications. Donc les données sont utilisées dans un objectif aujourd'hui plus marketing et on verra tout à l'heure par un autre service, notamment avec Click. Alors c'est bien, il y a plein de choses. On a parlé ensemble des objets connectés parce qu'on avait eu déjà une table ronde spécifique sur les objets connectés. On nous avait raconté des choses
très intéressantes sur la remontée de la donnée. Et à l'époque, ce n'était pas encore très analysé. Alors vous proposez des choses très concrètes là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant, 3 ans pratiquement, Objet-News, qui est notre filiale dédiée à l'Internet des objets. Alors l'Internet des objets en version courte, c'est la capacité finalement des outils industriels à les rendre digitaux. La particularité de la filiale de Bouygues Telecom qui s'appelle Objet-News, c'est qu'elle s'attaque à l'Internet des objets sur des objets qui ne sont pas alimentés électriquement. Donc on remonte peu de données, mais c'est plutôt du smart data que du big data. Ça peut être des cuves de fuel où on veut savoir si elles sont pleines ou pas pour optimiser des tournées de remplissage. Ça peut être des wagons, ça peut être également des rolls, donc ces espèces de grands chariots qu'on pousse et pour lesquels beaucoup de grands du retail ne savent pas combien ils en ont et ne savent pas où ils sont. Donc c'est des sujets très concrets, mais pourtant qui sont porteurs d'économie quand on les analyse avec de la data. Et donc, dans ce monde-là, dans le monde de l'Internet des objets, la connectivité, donc la partie télécommunication, elle a très peu de valeur en fait. C'est 15-20% de la valeur, elle est sur la connectivité. Donc il faut créer, si on veut développer un business, si on veut effectivement créer de la profitabilité et puis rendre un service plus évolué à nos clients, il faut y associer de la data avec des traitements de toutes ces données qui remontent. Et pour pouvoir répondre à leurs enjeux. Donc ça peut être de simples tableaux de data viz, ça peut être également des analyses plus évoluées, notamment sur la géolocalisation, qui reste un des grands sujets pour l'Internet des objets. C'est où est-ce que j'ai mis le chariot, le wagon, etc. Et ça a des vraies valeurs, business. Et on y est arrivé effectivement avec cette filiale. Très bien, mais c'est vrai que c'est une évolution qu'on voit, parce qu'avant on mettait les objets, alors ça va arriver petit à petit, je pense que des objets connectés vous en avez aussi beaucoup chez Seb, oui. Mais avec une chaîne de valeur aussi un petit peu compliquée entre les intermédiaires. Alors c'est une opportunité des intermédiaires et d'avoir justement cette relation directe et personnalisée avec nos consommateurs. C'est un axe fort de développement. Les premiers objets connectés ont été lancés, sauf erreur de ma part, en 2014. Le premier produit était une cocotte minute connectée. Depuis, il y en a eu quelques autres. Pour le moment, en termes de business, ça reste marginal. Et après, la façon dont on l'appréhende côté marketing, donc c'est une vision de marketeur, c'est de se dire qu'il y a une opportunité technologique de pouvoir faire en sorte que les produits interagissent avec les consommateurs. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faut investiguer. Arriver à trouver là aussi les cas d'usage qui permettront de rendre cette offre de valeur pertinente pour les consos. Après, ce qu'il faut avoir en tête dans notre secteur d'activité, comme dans d'autres, je pense que c'est vrai aussi dans le travel, c'est que les consommateurs, ils ne nous ont pas attendus pour connecter les objets. Quand ils achètent un compagnon ou un Cookéo, qui est un autre robot de cuisine, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur Internet pour aller chercher des recettes sur 750 grammes au marmiton. Comme ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, ils vont s'inscrire à la communauté de Cookéo, qui a 300 000 membres, pour aller poster des photos du bœuf carotte qu'ils viennent de faire. Ils vont commenter les photos des autres. Ils vont télécharger l'app et leur expérience est très connectée. Et donc du coup, il y a une opportunité, un enjeu technologique à développer des produits connectés, mais il y a aussi une opportunité plus marketing à développer des écosystèmes d'expérience qui s'appuient sur les apps, qui s'appuient sur les websites, qui s'appuient sur les réseaux sociaux pour connecter avec les consommateurs et enrichir l'expérience qu'ils peuvent avoir avec nos produits. Beaucoup de sources qui se multiplient encore, qu'il va falloir réconcilier. Bon, on en parlera, oui. Tout à l'heure. Alors, on a parlé, je ne sais pas si Elodie a d'autres choses sur l'utilisation de la donnée, sur des projets. On avait parlé marketing. Oui, si. Alors, dans l'hôtellerie, ce qui est un peu compliqué, c'est que, contrairement à la grande distribution, on n'a pas d'achat d'impulsion. C'est-à-dire que même si je vous envoie une offre pour partir à Bordeaux ce week-end, vous n'allez pas forcément partir à Bordeaux ce week-end. Donc il faut véritablement, encore plus dans notre secteur, qu'on tombe au bon moment et qu'on puisse proposer le bon produit. Alors on entend toujours parler du bon produit au bon moment sur le bon canal. C'est encore plus vrai chez nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un POC
sur de l'intelligence artificielle et du marketing prédictif pour justement arriver à tomber juste. On a fait ça avec une start-up et en fait on a deux possibilités de faire. C'est-à-dire qu'on a une partie où on identifie la cible des futurs réservataires, enfin des potentiels futurs réservataires, donc grâce à des algorithmes de marketing prédictif. Et on identifie les meilleurs produits, donc c'est de la recommandation, pour une cible précise. On a eu 2 phases de test et 2 phases d'analyse du coup dans ce POC. La première, c'était est-ce que l'algorithme d'intelligence artificielle est en effet capable d'identifier les bonnes personnes, donc les personnes qui vont acheter. La réponse est oui, puisqu'on a eu un taux de réservation directement lié aux campagnes marketing de prédictif du coup, 3 fois supérieur à nos campagnes classiques. La deuxième phase du test, c'était ok, on est capable d'identifier la cible, donc du coup on a une non-fatigue de la base marketing, c'est-à-dire que plutôt que d'envoyer massivement une communication à toute notre base client, même si aujourd'hui on segmente, mais globalement on envoie le même type de communication, du coup on est capable d'identifier les meilleurs clients, mais est-ce que ça gère de l'incrémental ? C'est-à-dire ok, on ne fatigue pas la base, mais est-ce qu'on a de l'incrément de revenus ? Donc ça, c'était la deuxième étape du test. Et là encore, la réponse est oui, puisque on a, par rapport au groupe témoin qu'on a mis en place, on a un chiffre d'affaires qui a été en hausse de plus de 150%. Donc aujourd'hui, c'est un test qui est performant. Donc on va sans doute le déployer plus massivement l'année prochaine. En tout cas, voilà, c'est une première étape dans l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle et de marketing prédictif. Vous allez faire rêver tous les marketeurs ici. Alors, si, en dehors de ces cas très concrets, si on soulève un peu le capot et qu'on regarde quels sont les enjeux ou les facteurs clés de succès, en termes technologiques, est-ce que ça demande des gros investissements ? Est-ce que ça s'est fait petit à petit chez vous ? Alors, Elodie, vous êtes plutôt passée par la start-up, donc peut-être que ça a été un peu déporté, ces aspects technologiques. Mais Sylvain, avec les énormes volumes de données que vous avez, qu'est-ce qui se passe pour traiter, stocker, exploiter ? Alors, nous, on est une société technologique, donc c'est vrai qu'on est assez aidé en ce sens par l'ensemble des compétences qui sont disponibles. Le facteur clé de succès numéro 1, c'est de pouvoir stocker les données dans un même endroit, en fait. Donc d'avoir un data lake ou d'avoir accès à un cloud ou d'avoir accès finalement à des bases de données qui permettent de mélanger vos différentes données. Et c'est vrai que ça reste le point numéro 1. C'est aussi un point de transformation de l'entreprise. Ça vous marquera peut-être également parce que la donnée, c'est de l'information et l'information, c'est du pouvoir. Et finalement, confier l'information, la data, et la laisser accessible à tous dans l'entreprise, c'est un vrai sujet de transformation pour les collaborateurs et pour leurs managers, parfois même, davantage pour leurs managers. Puisque finalement, on est à capot ouvert et une personne du marketing peut voir l'état du réseau de télécommunications en région Bourgogne et tout ça est un enjeu de transformation. Donc il y a un moment où il faut faire comprendre, et on y reviendra, je crois, sur le fait que c'est du change. Il y a aussi de l'accompagnement pour pouvoir accéder à cette étape technologique qui est d'avoir accès à toutes les données. Après, il vous faut des compétences. La data science, les data analystes. Là, vous pouvez passer par de la prestation quand vous n'en avez pas. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Après, nous, on a décidé d'internaliser davantage. Néanmoins, on a toujours recours à des startups, notamment sur des sujets aujourd'hui d'intelligence artificielle, parce qu'elles sont parfois plus évoluées. Et puis c'est vrai qu'on a aussi besoin d'outils pour pouvoir restituer. Et je crois qu'on y reviendra sur la partie visualisation qui est finalement un moyen de communication entre le monde de la data et le monde du business. Alors, peut-être du côté de Seb, on commence à stocker ces données. Ça passe effectivement par un stockage unique. Data Lake, ça a été une des fortes convictions que les spécialistes nous ont soufflé quand on a démarré le projet. Donc ça, c'est une brique qui a été très rapidement intégrée, en dur, pas dans le cloud d'ailleurs, par souci de confidentialité vis-à-vis des GAFA notamment. Après, c'est partir du business, on en a déjà parlé. Donc c'est quel est mon besoin business et du coup, qu'est-ce que je mets en place en fonction.
faire simple et pragmatique. Donc il y a l'éternel sujet, je ne sais pas si c'est encore un sujet qui fait discuter dans les conférences de la DMP. Nous, on l'a testé sur un marché. Et en parallèle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le stack de Google dans la totalité des autres marchés pour pouvoir déployer rapidement et simplement des activations marketing média data-driven. Donc essayer d'être pragmatique, simple et business-oriented aussi, en regardant systématiquement, en définissant des KPI évidemment par rapport aux objectifs et en regardant les résultats, et on avance en fonction. Après, il y a d'autres enjeux qui sont plus d'ordre humain. Un qui est extrêmement important, c'est une bonne collaboration entre les équipes IT et marketing. Ça, c'est un élément clé. Arriver à créer une connexion entre ces deux départements qui sont condamnés à travailler ensemble tout le reste de leur vie professionnelle. Et c'est pas évident, parce que c'est des cultures évidemment qui sont très, très, très éloignées. Et après, alors c'est plus trop de la tech, mais c'est hyper clé aussi, c'est évidemment toute la dimension de change management, évangéliser les équipes dans le monde entier, marketing, pour les inciter à se préoccuper, s'intéresser, monter en compétences sur les sujets technologiques, puisqu'elles en auront besoin pour rester pertinentes dans leur métier. D'accord. Et ça, vous mettez en place régulièrement des réunions, comment vous organisez? Alors, il y a plusieurs chantiers data. Sur celui qui me concerne, qui est marketing, on a des coproges toutes les semaines, en mode commando, mais représentatif de l'ensemble des métiers. Donc on a des gens du central, dont je fais partie. On a l'équipe transformation digitale globale, la CDO. On a les leads continentaux, marketing. Et derrière, on a l'IT, donc aussi bien BI, donc les gens plutôt en charge de la data, que marketing activation. Et donc, on a un groupe resserré qui permet toutes les semaines de faire le point sur l'avancement du projet et définir les next steps. Et ensuite, les deux autres instances, il y a une instance avec nos différents marchés. On en a 2 par an, donc c'est des Digital et Data Days. Donc on en a la semaine prochaine avec IMIA. Où on les embarque sur les nouveaux sujets. On fait le bilan de ce qui a été fait sur les 6 précédents mois et on les embarque sur les nouveaux sujets. On partage des cas pour qu'il y ait en permanence un accompagnement de la montée en compétences. Et troisième instance, c'est des STIRCO, donc avec notre top management pour tous les trimestres, les updater de là où on en est, de quels sont les next steps, prendre leurs inputs et adapter en fonction. Voilà. D'accord. Alors, Élodie, vous êtes sur une structure plus légère, mais comment ça se passe, la communication, IT, métier? Vous avez des équipes un peu mixtes sur certains projets? Alors oui, ce qui est plus simple, c'est que toutes ces équipes-là sont dans ma direction. Donc du coup, c'est un peu plus simple d'échanger entre IT et marketing. Alors nous, on est une petite structure, on est 80 personnes qui gèrent donc le marché français. On n'a pas de data scientist, donc c'est pour ça qu'on va faire appel plutôt à des startups. Pour autant, on a en effet des réunions régulières qui sont transversales pour évangéliser. On parlait d'évangélisation, on parlait de change. Enfin, vraiment pour remettre la data au cœur du processus et pour que tout le monde soit concerné par cette data. Aujourd'hui, la data, c'est plus simplement l'apanage des marketeurs. C'est vraiment un sujet qui concerne toute l'entreprise, d'autant plus avec le RGPD. Alors, on ne va pas parler et s'intéresser tout de suite au RGPD, mais en tout cas, ça a été un vrai chantier chez nous et un chantier qui a monopolisé tous les services de l'entreprise. Donc, c'est là où on se rend compte que la data est transverse et la data concerne vraiment tout le monde. Donc, c'est aussi au niveau du top management que ces projets de transformation digitale liés à la data doivent se mettre en place et doivent être défendus. Je crois que chez Bouygues, il y a aussi une organisation importante sur ces aspects-là. En fait, comme c'est une transformation, c'est ce que tu disais, Élodie, ça concerne tout le monde. Donc, moi, mon objectif, c'est d'acculturer et de donner des moyens à des directions qui ne sont pas nécessairement les plus évidentes. Par exemple, le réseau, qui est l'outil industriel d'un opérateur de télécom, ou le business au sens large. Donc on fait des projets data avec les RH, avec les achats, avec les équipes de finance et fraude. Donc on a vraiment à cœur de travailler sur toutes les dimensions de l'entreprise parce que les agents du changement, ces collaborateurs, ces collaboratrices,
ils sont parfois dans des endroits insoupçonnés, et c'est eux qui vont vous aider à véhiculer si, il faut ouvrir la data, mais si, bien sûr, il faut se donner les moyens d'avoir de nouveaux projets. En intelligence artificielle, on a même en ce moment des deux et bientôt 3 proof of concept avec la direction juridique. Donc c'est vrai qu'on va pousser un peu les barrières, et c'est toujours enthousiasmant. Plus concrètement, on anime de manière régulière. Alors, on a aussi effectivement toutes ces instances de pilotage qui sont comment les projets avancent. Et puis, moi, j'ai mis en place tous les 2 mois, je fais un meet-up data entre midi et 2. Je vous donne la recette complète. Entre midi et 2, vous invitez les 100 personnes qui font de la data chez Bouygues Télécom. Gros meet-up. Ouais, il y en a 70 qui viennent à chaque fois, donc c'est plutôt un bon taux de présence. Et en fait, pendant 1 heure, vous avez 3 sujets qui passent, qui sont des sujets où finalement une partie de ces 100 vient expliquer les projets qu'ils font en ce moment, ou bien parfois on invite, c'est que Bouygues Télécom fait partie du groupe Bouygues qui est très large, donc on a invité la dernière fois TF1 qui est venu raconter tous les enjeux d'activation autour de la DMP. Mais aussi comment chez Bouygues Tunnel, comment les tunneliers font de la maintenance prédictive, parce que c'est un sujet extrêmement important pour eux. Donc on n'est pas vraiment dans le fait de faire avancer les projets, on est dans le fait de faire avancer la culture, et que dire tout le monde en fait, libérez-vous, regardez ce que c'est, tiens. Donc ça participe vraiment, ça dure 2 heures, la première heure c'est là-dessus, et la deuxième heure en fait on se retrouve autour d'un buffet de networking. Et ça paraît bête, mais c'est extrêmement apprécié. On voit les groupes de personnes qui étaient silotés par direction, tout naturellement. Et puis ça y est, ça échange. On doit être au 10e maintenant. Donc moi, je suis très content que ça fonctionne bien. Et puis je fais la même chose pour la direction générale 2 fois par an. Où là, par contre, j'invite des témoignages externes, parce que chez Bouygues Télécom, il y a une forte appétence de la part de notre top management à savoir ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, on doit tous s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur, et justement, j'organise ça 2 fois par an avec 2 intervenants externes, plutôt pour effectivement le niveau plus exécutif. Alors, on peut parler networking, échange. Je vais peut-être faire une petite pause pour voir si, par rapport au sujet qu'on a traité, est-ce que vous avez des questions ? Je vais vous donner mon micro si vous voulez le faire là. Sinon, on fera une pause après. Non, pas de questions. Ok, alors on continue. Alors il y a un sujet également qui revient à toutes nos tables rondes, et on en a parlé aussi lorsqu'on préparait ces interviews, c'est le sujet de la gouvernance de la donnée, en particulier les entreprises un peu importantes et qui ont déjà une certaine maturité sur la donnée se disent tiens, il faut peut-être qu'on commence qu'on continue à s'appuyer sur ces projets de gouvernance. Alors, je pense que c'est le cas chez CEP, chez Bouygues. Qu'est-ce que vous mettez derrière la gouvernance et comment vous abordez cette problématique ? Allez, Guillaume. Okay. Alors d'abord, il y a un sujet d'infrastructure, avec le fameux Data Lake qui permet d'avoir un réceptacle unique de toute la donnée du groupe, toute une infrastructure, une architecture qui est construite autour. Ensuite, la façon dont nous on est organisé, on a un lead digital et data qui est pas ce titre-là, mais qui est en réalité une CDO, donc qui n'a pas autorité sur les différents départements, mais qui est plutôt un rôle de coordination, voire d'incitation, puisque les rythmes ne sont pas forcément les mêmes selon les départements. On a son alter ego côté IT, donc on a un patron de la data côté IT, donc qui est là pour mettre en place les infrastructures, qui met à disposition les data scientists du groupe. Aujourd'hui, les data scientists sont à l'IT, les data engineers, les data stewards. Data engineers, c'est les gens qui construisent les infrastructures. Les data stewards, c'est les gens qui permettent au monde du métier et de l'IT de pouvoir se parler, se comprendre. Et après, sur les métiers, on a des leads. Donc moi, sur la partie marketing communication, un équivalent sur la partie marketing produit, etc. Donc ça, c'est la façon dont on est organisé aujourd'hui. Et après, il y a tout un enjeu de processus de collaboration. Qui à ce stade est surtout alors pour ce qui me concerne entre
IT et marketing produit et nous. On reste dans notre univers marketing, plus on s'appuie sur les profils tech pour pouvoir construire. Voilà, mais après je trouve que le principe du meet-up est extrêmement intéressant pour plein de raisons en fait, parce qu'on est quand même au début de l'histoire tous, donc on a vraiment besoin d'être nourri des expériences, des idées des uns et des autres. Et je pense que c'est un facteur de motivation. Côté marketing, on est à fond là-dessus. Il y a d'autres entités qui sont moins moteurs. Et peut-être que c'est aussi un moyen d'insuffler le dynamisme que les uns peuvent avoir auprès des autres. Donc je pense que c'est très vertueux. Et cette organisation gouvernance, il y a cet enjeu qualité de la donnée qui est derrière aussi, ou c'est pas encore le problème? Le gros enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est un enjeu de collecte de la donnée. Il y a eu un enjeu de mise en place des infrastructures, et le gros enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de collecte de la donnée. Donc avec la mise en place de toute une batterie de use cases qu'on déploie, du hyper simple comme un leaflet dans le packaging pour embaser nos clients à des trucs beaucoup plus sophistiqués comme le profilage des personnes qui naviguent sur nos websites dont je parlais précédemment. Et derrière, il y a un enjeu de change management, d'inciter toutes nos populations, tous nos marketeurs dans le monde entier à avoir ce réflexe de cette obsession de la collecte. L'enjeu aujourd'hui, il est là, c'est devenir data rich. On est convaincu qu'on le deviendra. Mais voilà, il faut amorcer la pompe et faire en sorte qu'on puisse avoir toute cette donnée qui nous permettra derrière de pouvoir alimenter toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Avec cette dimension plus internationale pour le groupe. Et avec une dimension mondiale qui crée énormément de complexité. Parce que, et plein de questions, parce que il y a le sujet de l'évangélisation de l'ensemble de nos marchés, il y a des enjeux culturels. Quand vous parlez à des Japonais, des Coréens, il y a plein de non-dits et plein d'incompréhensions sur un sujet qui paraît hyper compliqué, donc voilà, c'est pas simple. Et puis un enjeu de ressources. Aujourd'hui, les data scientists sont au siège. Donc ils sont en mesure de pouvoir accompagner les équipes centrales, continent IMIA et la France. Aujourd'hui, on n'a pas ces ressources-là pour pouvoir accompagner les US, quoi. Par exemple, on a fait des Digital Day avec le continent Amérique la fin août. Donc on leur présentait tout ce qui avait été fait sur IMIA. Et les marketeurs nous disaient quand est-ce qu'on met en place des use cases sophistiqués, ils sont où les data scientists, et ça crée un bottleneck énorme parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir aujourd'hui accompagner tout le monde. Après il y a la solution de l'externalisation et derrière beaucoup de questions d'organisation, où est-ce qu'on met les gens au niveau continental, au niveau du marché, quel marché, est-ce qu'on en met partout, est-ce que ça sera rentable, voilà. Et la Chine, on imagine pouvoir récupérer quelque chose en Chine? La Chine est un cas très à part, à tous les niveaux. La façon dont on fonctionne aujourd'hui avec le marché chinois, je pense que c'est vrai de pas mal d'annonceurs, c'est qu'on est plutôt en partage d'expérience. Et on est dans une démarche qui est assez amusante, hyper intéressante et complètement inversée par rapport au passé. C'est qu'on y va et on est content d'y aller pour apprendre. Parce qu'ils vont très vite, et sur plein de sujets, notamment ceux-là, ils sont plus avancés que beaucoup de monde. Voilà. Ils sont tous notés déjà. Ils sont tous notés, identifiés. Il y a aussi des enjeux politiques très forts, mais c'est un autre sujet. Chez Bouygues, l'aspect gouvernance qualité de données, ça reste... C'est probablement le sujet, pour moi, c'est le sujet numéro 1 du moment. C'est le sujet numéro 1 du... Alors, la gouvernance de la donnée, c'est quoi? C'est 3 choses pour nous. Ça vise à 3 choses. Ça vise à s'assurer qu'on fait des analyses de qualité. Donc, ça veut dire qu'en amont, on a des données de qualité. Des données de qualité, ça veut dire qu'on sait si la donnée a été présente ou pas. Un réseau de télécom, par exemple, c'est très verbeux. Donc, il y a des moments où les données ne remontent pas parce qu'il y a eu un problème technique. Donc, vous n'avez pas nécessairement toutes les données. Donc vous avez bien un enjeu de qualité de la donnée, d'être certain que vous avez bien les bonnes données et que quand vous les avez demandées à vos producteurs de données, un réseau de télécom, il vous a bien donné ce que vous demandiez. La seconde, donc qualité, la seconde c'est la conformité, donc on est dans le monde GDPR, mais aussi on est dans le monde de l'éthique. On est aussi dans le monde de ce qu'on s'interdit de faire et ce qu'on s'autorise à faire, pardon. Donc ça permet, en créant des comités de conformité, ça permet
de se rassurer, mais aussi d'apporter à nos data analystes au sens large de la sérénité dans la manière dont ils vont poursuivre leurs analyses. Vous savez qu'un opérateur de télécom, il a beaucoup d'informations. Alors, je rappelle que nous ne sommes que des facteurs, on n'ouvre jamais les lettres, donc on ne sait pas ce que vous dites ou ce que vous écrivez, mais par contre, on sait effectivement, on pourrait savoir que vous avez délivré 1732 SMS au 06 32, etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'on peut savoir et qu'on s'interdit de faire, et qui sont souvent agrégés, anonymisés. Donc il y a bien tout un enjeu quand même de conformité, bien sûr, qui est lié à la réglementation, mais aussi à l'éthique. Le troisième, c'est le patrimoine des données, finalement, c'est la connaissance de la donnée. Alors quand on a plein de données, c'est super, ce que tu disais, nous on a plein de données, mais ça crée un challenge de savoir vraiment les données que nous avons. Et puis ça crée un second challenge qui est d'aller chercher d'autres données. Je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais être satisfait, il faut toujours se dire je voudrais cette donnée, comment je fais pour l'avoir cette donnée, parfois, elle n'est pas accessible parce qu'elle est prise par un partenaire. Je vais vous donner un exemple, les vidéos à la demande, qui sont des vidéos que vous pouvez consommer sur vos box internet, on les fait avec un partenaire et on n'a pas nécessairement toutes les informations. Parce que c'est pas prévu comme ça dans la façon dont les données remontent. Donc ça, on doit plus se dire ah ben mince, j'ai pas la donnée, je fais pas. Moi je pense que ce qu'on doit collectivement se dire dans cette salle, c'est j'ai pas la donnée, comment je fais pour l'avoir ? Parce que les données, on peut y accéder, parce que les données, on peut les négocier, elles peuvent faire partie, on peut les racheter, on peut trouver d'autres artifices produits pour pouvoir les récupérer, mais je pense que c'est on doit prendre le contre-pied de j'ai pas de données, je vais faire sans. Je pense qu'il faut aller un cran au-delà. Et donc la gouvernance de la donnée, chez nous, elle a pris son envol en 2017. Et moi, aujourd'hui, c'est l'équipe que je staffe le plus. Parce que c'est un travail colossal, parce que c'est un travail qui s'outille, il faut des outils IT, et puis c'est vraiment, c'est pour éviter de s'attaquer à une montagne avec une petite cuillère, parce que des données à labelliser, des données à rendre visibles de chacun, ça demande un travail de dingue. Donc là, la règle, et j'en terminerai là, la règle de travail, l'unité de travail, c'est lorsqu'on a un use case data, on a besoin d'accéder à un certain nombre de données et on travaille sur la gouvernance, donc la qualité, la conformité et la connaissance uniquement des données du use case. On ne s'est pas dit, tiens, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant, tiens, je vais cartographier parfaitement toutes les données de Bouygues Télécom, parce que sinon, on y serait encore, déjà qu'ils sont bien occupés. Donc on le fait use case par use case, ça évite de transformer, je vais faire du marketing à la Cloudera, ça évite de transformer votre data lake en data swamp, c'est-à-dire finalement à plus vraiment savoir ce que vous mettez dans votre data lake. Donc ce qui est très important, c'est sachez ce que vous mettez dans votre data lake, et pour le faire, faites-le case by case, mais par contre attachez-vous à ce qu'il y ait une petite porte à l'entrée qui dise oui, je te connais, je sais de quelle qualité, enfin je sais quelle est ta qualité et je sais dire si telle ou telle personne peut l'utiliser en fonction de la conformité. Donc c'est assez industriel et ça doit devenir très vite industriel, la gouvernance de la donnée. D'accord, merci pour ces éléments. Alors, on a parlé de clients, on a vu qu'il était quand même encore au cœur de cette innovation, qu'on scrutait son comportement. Après, on a vu aussi qu'il y avait de plus en plus de canaux pour arriver à le reconnaître. Cette reconnaissance client, elle est aussi au cœur des projets data innovation. Comment est-ce que vous faites, en particulier dans l'hôtellerie? Je pense que c'est très important. Vous disiez, notre ADN, c'est l'accueil client. Comment est-ce que vous arrivez à le reconnaître un peu partout, ce client omnicanal? Alors, on travaille la reconnaissance dans l'hôtellerie vraiment tout au long du parcours client, donc avant, pendant et après le séjour. On a mis en place 2 projets majeurs en amont du séjour et pendant le séjour, donc en exploitant bien évidemment les données. En amont du séjour, le client reçoit un email avant son séjour pour l'inviter à préparer son séjour,
à connaître les services additionnels de l'hôtel, donc par exemple le parking, le petit déjeuner, pouvoir réserver une table au restaurant, ce genre de choses. Donc le client se sent accueilli puisqu'en plus c'est un email qui est signé par le directeur de l'établissement. Donc d'un côté il y a de la reconnaissance client qui est basée sur les données qu'on a. Donc ça veut dire que le formulaire où on liste les services additionnels de l'hôtel est personnalisé en fonction de si c'est un client business ou loisir. Donc c'est pas la même démarche et c'est pas la même approche, et les services attendus par de la clientèle loisir ou de la clientèle business ne sont pas les mêmes. Donc d'un côté on a une logique de reconnaissance client, et de l'autre côté on a un objectif business pour l'hôtel parce que ça lui permet de vendre ses services additionnels. Donc c'est ce que je disais en préambule de cette table ronde, c'est vraiment la donnée, elle a un objectif business et un objectif de reconnaissance client qui, in fine et indirectement, bien évidemment, va maximiser les performances de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier email qu'on a mis en place, enfin le premier projet qu'on a mis en place. Ce qui était compliqué chez Best Western jusqu'à il y a 2 ans, on a parlé beaucoup de collecte, on a parlé beaucoup de qualité, c'est qu'en fait, jusqu'à il y a 2 ans, on avait une vue des réservations qui ne passait que par nos centrales de réservation. Donc on allait se dire peut-être qu'un client n'allait pas être fidèle parce qu'il avait une réservation sur le site bestwestern.fr, mais en revanche il allait peut-être avoir plein de réservations en direct hôtel. Donc en appelant directement l'hôtel ou en allant directement sur le site internet de l'hôtel. Jusqu'à il y a 2 ans, c'était complètement séparé. Aujourd'hui, on a connecté les systèmes de gestion des hôtels à notre centrale de réservation, donc depuis 2 ans, pour que toutes les données remontent et pour qu'on ait en effet une connaissance client qui soit la plus globalisée possible. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a pu aussi développer notre stratégie data et donc mettre en place cet email avant le séjour dont je vous parle, puisque un client, quel que soit son canal de réservation, qui réserve sur notre site, qui réserve en appelant notre centrale de réservation ou qui réserve en appelant un hôtel, lui ce qui l'intéresse c'est d'avoir la même expérience. Il parle avec la marque Best Western, peu importe son canal de réservation, c'est une seule et même expérience qui doit être globalisée et fluidifiée. Ensuite, on a développé un nouvel outil lors du séjour. En fait, ce qui est problématique, ce qui est compliqué en fait chez nous, c'est que les hôtels sont tous indépendants. Donc on a parlé de qualité des données, c'est pareil. Il faut sensibiliser, éduquer les hôtels à l'importance de bien collecter la donnée, ne serait-ce que par exemple remplir la nationalité du client. Aujourd'hui, c'est des choses qui ne remplissent pas à leur niveau, donc qui ne remontent pas en centralisé, donc on n'a pas forcément l'information. Donc il y a tout un travail sur la qualité des données, et il y a un travail sur l'accueil et la reconnaissance du membre du programme de fidélité. Donc en fait, on a développé un outil où on envoie un email tous les jours à l'équipe de réception des hôtels en disant voilà, demain dans votre établissement vous aurez tous ces membres du programme de fidélité qui viennent dans votre établissement, ils ont ce statut-là, ils sont plus ou moins engagés avec la marque, ils ont fait tant de séjours depuis le début de l'année et ils ont un solde de points suffisant pour s'offrir un cadeau, puisque dans le cadre du programme de fidélité, les clients cumulent des points qui peuvent échanger ensuite contre des nuits gratuites, contre des bons d'achat à la Fnac, chez Darty, un peu partout. Donc l'idée, c'est vraiment de donner un outil aux hôtels pour qu'ils puissent optimiser l'accueil et la reconnaissance du client. Puisqu'aujourd'hui, ces données-là, elles sont plus à notre niveau qu'au niveau hôtel. Aujourd'hui, on n'a pas une centralisation de la donnée avec notre réseau. Pour autant, on leur met à disposition des outils et on les aide sur cette logique de reconnaissance. Et donc, on leur permet d'exploiter la donnée pour pouvoir mieux accueillir les membres du club de fidélité. Ils sont incentivés ? Comment vous assurez qu'ils... Alors, ils sont incentivés aujourd'hui sur du recrutement. D'accord. Donc, sur du recrutement dans le cadre du programme de fidélité. On ne peut pas les incentiver sur tout. C'est-à-dire qu'on part du principe que s'ils reconnaissent les membres, du coup, c'est forcément de la fidélisation pour leur hôtel, mais aussi pour leur réseau, et que du coup, ça va être bénéfique, ça sera bénéfique à tout le monde. Plus de la sensibilisation, de l'évangélisation que... D'accord. Guillaume, vous avez aussi bien sûr cette problématique de reconnaissance du client qui se balade sur les réseaux avec des identifications différentes. Qui se balade un peu partout. Derrière, il y a plusieurs enjeux. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu d'infrastructure. Donc, on a parlé du data lake, mais il y a d'autres outils, notamment le RCU, qui a eu un gros travail, qui est en cours de déploiement internationalement, d'unification de notre base CRM. On en avait à peu près autant que de marques que de marchés. Donc là, on a
recentré sur un seul outil. Et aussi un travail sur la synchronisation ou la communication entre le monde du CRM, le monde du service consommateur et le monde du média. Donc mettre en place des infrastructures qui permettent de pouvoir reconnaître les consommateurs dans leur parcours. Donc ça, c'est la première dimension qui est hyper structurante, évidemment. Et après, c'est une dimension marketing qui est de scénariser les parcours et maximiser les parcours logués. Donc faire en sorte qu'un consommateur qui est présent sur notre communauté Cookéo, ou Cookéo on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas notre communauté, mais Cake Factory, qui est un nouveau produit sur lequel on a une communauté en propre, ait des raisons de venir sur notre website, et des raisons de venir sur notre apps. Une fois qu'il est sur l'apps, et des raisons de s'en baser, et des raisons de se loguer, pour que derrière on puisse suivre son parcours. Et après, dernière dimension, qui est une dimension qu'on a tous les trois déjà évoquée à plusieurs reprises, mais qui est hyper centrale, c'est toute la dimension change management. C'est inciter les équipes dans le monde entier à déployer ce type de démarche, donc soit à travers des incentives ou des objectifs, conférant des objectifs de l'année, soit à travers de l'évangélisation, de la sensibilisation, du partage de bonnes pratiques. Enfin, les trois vont ensemble d'ailleurs. Ça veut dire que vous leur donnez un objectif clair sur nombre de clients. Oui, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place, des objectifs quantitatifs et qualitatifs. On est en train de discuter avec les RH pour en faire une des variables de leur bonus. Ça, c'est une discussion qui n'est pas aboutie, mais qui est compliquée, mais qui me paraît essentielle. Et après, c'est tout le travail qui est l'essentiel du travail. C'est d'aller les voir, de leur expliquer pourquoi, de leur expliquer comment, de leur expliquer simplement, de partager des cas et de les faire monter en conviction et en compétences progressivement, quoi. C'est un secteur comme les télécoms, vous pourriez imaginer de faire des incentives sur ce genre de métriques? Pas tant que ça, parce qu'en fait, on a la chance, nous, d'avoir des clients qu'on connaît, en fait. On les connaît bien parce que déjà, ils nous payent, enfin, ceux qui ne nous payent pas, on s'en occupe plus, mais ils nous payent régulièrement, et puis surtout, on leur a, vous avez donné votre carte d'identité, on connaît votre adresse de facturation, et donc, c'est vrai qu'on n'a pas tant ce sujet de CRM parce qu'il est déjà constitué, le data warehouse, donc l'entrepôt de données de Bouygues Télécom, il est en place depuis 2000. 1996, c'est l'année de création de l'entreprise. En 2000, on avait déjà un data warehouse. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas ce sujet-là. On a parfois ce sujet dans le cadre des télécommunications fixes, puisque lorsque vous avez plusieurs personnes qui regardent la télé, comment vous faites pour personnaliser ce qu'on veut regarder, sachant que le matin, c'est peut-être les enfants qui regardent la télé, ou alors ça peut être les adultes qui regardent la télé. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe. Là-dessus, on réfléchit à des choses avec des chatbots où il y aurait de la reconnaissance de la voix. Donc on essaye de voir comment on peut réussir à personnaliser le monde du foyer. Mais au global, nous, on a la chance d'avoir des clients qui sont déclarés et qu'on connaît plutôt bien. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, où je vous en avais un petit peu parlé, c'est toute l'analyse de ces données et l'utilisation de la data visualisation. Donc, quand on a préparé, vous nous dites ça nous aide aussi dans certains des enjeux qu'on a présentés. Élodie, vous utilisez l'analytics justement pour surveiller un petit peu ce qui se passe dans vos actions marketing, j'imagine. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre type d'utilisation? Alors, on utilise un outil de BI qui s'appelle Click. Et en fait, pour moi, la data visualisation, c'est un formidable outil pour que des personnes qui ne sont pas data scientists, qui ne sont pas familières de la donnée, puissent en fait s'approprier la donnée, comprendre la donnée et prendre des décisions à partir de ces données-là. Aujourd'hui, on a Click pour notre équipe de revenu management. Donc, les équipes de revenu management, c'est les équipes qui conseillent les hôtels sur leur politique tarifaire.
Puisqu'en fait, dans l'hôtellerie, on fait du yield management comme on le fait pour l'aérien. Donc ça veut dire qu'en fonction du taux d'occupation de l'hôtel, en fonction des grosses activités type salon qui vont venir, on n'a pas le même tarif pour la même chambre. Et pareil, si on est sur une fenêtre de réservation à plus de 30 jours ou à 3 jours. Donc cet outil-là, il permet à notre équipe de vraiment guider les hôtels sur leur politique tarifaire, et c'est un outil aussi qui permet d'envoyer des rapports mensuels aux hôtels sur tout ce qu'on génère dans la centrale pour leur établissement. En parallèle de cet outil-là, on a d'autres rapports qu'on envoie sur le programme de fidélité, sur le site internet par exemple. On informe nos hôtels tous les mois de tout le chiffre d'affaires qui est fait grâce à nous. Encore une fois, ce sont des indépendants, donc c'est très important aussi de leur prouver l'apport de la marque. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs types de rapports et qu'aujourd'hui, c'est pas centralisé. Donc ça veut dire qu'ils vont recevoir un rapport de l'équipe Revenu Management, donc à partir de la BI, un rapport de l'équipe marketing sur le programme de fidélité et un rapport de l'équipe e-commerce sur le site bestwestern.fr. L'objectif demain, c'est d'avoir une plateforme globale qui puisse permettre d'envoyer un seul et même rapport. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir leur laisser accès à ces données-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur du push une fois par mois. Demain, l'idée, c'est qu'en temps réel, ils puissent avoir un outil pour pouvoir aussi suivre leurs données et pour pouvoir aussi mieux piloter, on va dire, leur activité. Aujourd'hui, c'est l'utilisation qu'on vise de la data vise et qu'on a aujourd'hui de la data vise. C'est vrai que l'intérêt, c'est aussi ces aspects dynamiques, exploration. Alors, chez Seb, vous avez une utilisation plus dynamique des outils data vise chez vous, d'exploration? Alors, la dimension analytics, c'est une des, ce que je disais au début, hein, c'est une des 3 grandes briques, opportunités stratégiques de la data. Donc par rapport à ça, on a mis en place depuis 4 ans plusieurs choses. Le premier travail qu'on a fait, c'est un travail de simplification, priorisation et uniformisation des KPI. C'est identifier à chacune des étapes du parcours consommateur quels sont les indicateurs stratégiques qui font sens au regard des objectifs, de ce qu'on veut faire ou penser aux consommateurs. Donc on a 2-3 indicateurs stratégiques par étape du parcours consommateur, qui sont les mêmes dans le monde entier. Derrière, on a une batterie aussi structurée d'indicateurs plus opérationnels qui permettent aux agences et aux équipes de pouvoir monitorer les dispositifs de façon à pouvoir avoir le meilleur résultat possible par rapport au KPI. Donc ce premier travail a été fait. Et ensuite, effectivement, il y a un travail sur la visualisation, mais qui est hyper complexe, hein, parce que les sources, ce que vous disiez il y a quelques minutes, les sources sont très distinctes. Pour le digital, on va avoir des sources qui viennent de Facebook, de Google, d'Amazon, on va avoir des sources CRM. Et donc il y a tout un travail qui est fait avec la BI d'uniformisation. Ça passe par le data lake. Donc toute la data est centralisée dans le data lake et ensuite elle est repoussée en étant structurée. Alors, je vous le dis avec mes mots de non spécialiste. Elle est repoussée vers l'outil de DataVis qui est Qlik aussi, en fonction des indicateurs stratégiques et opérationnels qu'on a définis. Donc ça, c'est comme ça qu'on a mis les choses en place. Le chantier est maintenant très avancé, mais il est encore en cours puisqu'on intègre régulièrement de nouvelles sources. Et après, ce type d'outil est une opportunité extraordinaire parce que ça permet aux équipes de pouvoir avoir l'outil qui leur permet de monitorer les campagnes avec une cohérence forte dans le monde entier. C'est aussi un outil de pilotage pour les directions marketing. Ça leur permet de pouvoir, en un clin d'œil, avoir une vue sur la façon dont se comporte leur campagne. C'est aussi un outil d'évangélisation pour les directions marketing. On a un vrai sujet d'évangélisation des directions marketing, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes, digital managers qui ont été recrutés dans chacun de nos marchés. Et la tendance qu'on avait était que le directeur marketing considérait que le problème était réglé, que c'était le digital manager qui allait gérer les sujets digitaux. Évidemment, il faut faire monter en compétence les directeurs marketing aussi. Et ce type d'outil permet de leur faire rentrer dans le sujet à peu près simplement et puis surtout avec
une façon de fonctionner qui correspond à leur mindset, plutôt résultat oriented. Et c'est aussi un outil qui permet de communiquer avec le top management, puisqu'on a une synthèse de ces performances qui, tous les mois, sont envoyées à notre COMEX et qui permet de pouvoir où en sont les chantiers. Voilà. Collaboration et communication, je crois que c'est aussi des choses qui se retrouvent dans l'utilisation de l'analytics chez Bouygues. Oui, on a finalement, on utilise la business intelligence et les outils de DataVis pour les mêmes raisons que ce que vous avez dit tous les deux, mais je vais compléter avec 2 autres usages. Le premier, c'est que ça nous permet, le fait d'utiliser, alors on n'utilise pas Qlik, je suis désolé, mais on utilise un outil équivalent, et il y en a 3 sur le marché. Donc, et on utilise un des 2 autres, mais c'est surtout que ça permet en fait de décharger une partie des équipes de la connaissance client ou des statisticiens lorsqu'on leur demande un reporting. Pourquoi ? Parce que finalement, les outils en eux-mêmes permettent d'explorer plus facilement et d'aller chercher l'information qu'on veut, parce qu'ils sont un peu, pour ceux qui les ont jamais utilisés, ils sont un peu à dimensions multiples, et puis on peut rentrer un peu plus dans le détail quand on cherche une information. Ça évite de renvoyer une demande vers l'équipe de BI en lui disant tiens, je le voulais par pays, mais est-ce que tu peux me le donner par continent et tout ça est un puissant outil pour finalement laisser les business s'approprier davantage l'exploration de données. Mais l'utilisation un peu surprenante qu'on en fait aujourd'hui, je vous encourage également à le faire, c'est on l'utilise comme un interprète dans le cadre des projets complexes d'advanced analytics, on va dire de data science pour faire un peu pompeux. Quand vous démarrez un projet comme par exemple prévoir la prévision pays par pays du nombre de clients de Bouygues Telecom qui vont aller à l'étranger, ça représente des dizaines de millions d'euros, donc c'est un sujet important pour nous. Ou quand vous êtes sur un algorithme d'apprentissage automatisé bien complexe sur de la fraude, il y a un moment, il ne faut pas laisser vos data scientists faire ça pendant 3 mois ou 6 mois, sinon vous avez ce qu'on appelle classiquement l'effet tunnel. Donc vous avez un moment où vous sortez le projet et puis il ne correspond plus aux besoins. Et là, en fait, on se force à utiliser les outils de DataVis comme des moyens d'expliquer ce qu'on est en train de faire et là où on en est dans les projets de data et de data science. C'est extrêmement puissant parce que personne ne sait lire les algorithmes. Enfin, vous êtes tous, je pense, vous pouvez aisément comprendre ça. Donc les métiers sont pas data scientists eux-mêmes, et donc on s'en sert comme un outil d'interprétariat. Le data scientist met les résultats de son algorithme et puis ou les hypothèses qu'il a travaillées ou la simple distribution des données en entrée, et le métier en face il voit des choses simples qui représentent, on se rappelle quand même que les métiers qui ne sont pas Power User Data, leur point de référence c'est Microsoft Excel, et donc on se retrouve dans un monde qui leur parle et sur lequel on a un véritable échange sur le fond, de dire tiens, c'est quand même bizarre que ta gaussienne soit répartie comme ça sur les personnes qui font du roaming, donc de la consommation à l'étranger, parce qu'en Espagne, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous avez l'expertise métier et l'expert data qui arrive à parler autour d'un objet commun qui est ce graphique ou cette série de chiffres, mais qui a été abrégé. Et on s'en sert énormément dans l'avancement de nos case data un peu complexes, ceux qui vont durer plusieurs semaines ou plusieurs mois de traitement. D'accord, merci, c'est très clair. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé en termes d'innovation. On imagine aussi pouvoir tirer de la donnée de nouveaux business models. C'est des sujets aussi qu'on avait traités l'année dernière dans cette commission Data et Analytics. Et c'était encore un petit peu frais. Mais il y a des secteurs dans lesquels c'est un peu plus avancé. Alors, Guillaume, on s'est posé la question parce qu'effectivement, les Cookéo, les Cake Factory, ça remonte de la data. Et il y avait des gens des télécoms l'année dernière qui nous avaient dit on pourrait imaginer commencer, sans forcément que ça soit nominatif évidemment, partager ces données avec un écosystème autour de la nutrition. Ouais. Vous parliez des sites Marmiton et autres. Ça a été évoqué, ça a avancé dans ces idées-là. Il y a des discussions avec Orange, désolé. Sur ce sujet-là, pour le moment, ça reste à l'état de projet. Pour vendre de la data, il faut en avoir beaucoup. Donc déjà, on va commencer par la collecter massivement, beaucoup plus massivement que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on aille évidemment beaucoup plus loin.
Après, la première priorité, c'est de l'utiliser pour nourrir notre création de valeur en termes d'insight, en termes d'activation, en termes de mesure de la performance. Donc ça, déjà, on est en train de travailler là-dessus et on va essayer de le faire bien. Après, il peut y avoir de nouveaux modèles économiques, mais pas forcément liés directement à la vente de data, mais plutôt sur de nouveaux... ne plus seulement vendre des produits, mais pourquoi pas demain vendre des services. On a des marques qui sont très ancrées dans le quotidien des consommateurs, qui sont fortes dans pas mal de marchés. Donc je pense qu'il y a une vraie opportunité à investiguer dans ce domaine-là. Pour le moment, il n'y a pas de projet concret, mais je pense que c'est une piste. Il y a des sujets autour alors c'est un petit peu différent, mais c'est aussi de la création de valeur, de partage de data. Donc là, on a des use cases qui tournent avec Nestlé, avec certaines marques de Nestlé, où on capitalise sur leur data et capitalise sur la nôtre pour mutuellement créer de la valeur. Et après, pourquoi pas demain, effectivement, en vendre. On est persuadé, encore une fois, qu'on va devenir presque aussi riche en data que Bouygues, et que du coup, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra se mettre à vendre des data qui, effectivement, correspondent à des informations intéressantes, puisqu'elles sont ancrées dans le quotidien des consommateurs. Donc, il y a probablement un paquet de marques qui peuvent être intéressées par ça. Mais ce n'est pas d'une actualité particulière aujourd'hui. Puis ça peut poser aussi des problèmes de consentement quand on va acheter son Cookéo et qu'on vous dit est-ce que vous êtes OK pour que... Oui, il faut l'anticiper. Ouais. Alors par contre, j'ai vu que c'est un sujet qui est pas récent. Vous en aviez déjà mis en place des projets autour de la monétisation. Oui, alors ça reste une toute petite activité, hein, parce que finalement, ce qu'un opérateur de télécom possède comme données intéressantes, c'est les flux de déplacement de population. Avec la téléphonie mobile, donc agrégé, anonymisé à la volée, ça c'est une évidence parce qu'on n'est pas en train de repérer les individus unitaires, mais c'est plutôt de savoir combien de personnes se sont déplacées de tel endroit à tel endroit. Ensuite, il y a quand même un fantasme qu'il faut crever ici, qui est qu'un opérateur de télécom ne sait pas précisément il y a 157 personnes qui se sont arrêtées au numéro 35 et 25 qui sont allées au numéro 60 de la même rue, parce que les antennes de télécom, elles arrosent un peu large, heureusement pour vous, heureusement pour nous tous. C'est quand même, on n'est pas obligé de se déplacer de mètre en mètre. Donc on a quand même l'imprécision fait qu'on on ne possède pas une donnée aussi incroyable que ça. Il y a un projet néanmoins intéressant qui est différent, qui est autour de la publicité ciblée. On devrait, on pense qu'il y a une évolution législative qui devrait permettre d'avoir davantage de publicité ciblée à la télévision sur le flux. Ça signifie qu'effectivement, sur le flux de TF1 ou M6, j'ai pas de préférence, les personnes à gauche de la salle et à droite de la salle pourraient ne pas avoir la même publicité à la même heure. Ça a énormément de valeur. Et il se trouve que là, les opérateurs de télécom tout d'un coup reviennent dans cette chaîne de valeur, puisque c'est quand même nous qui affichons tout ça à nos clients. Et en plus, on connaît parfois un petit peu le foyer. Donc ça, voilà, c'est un sujet qui est pas encore là. Il faut pas en avoir peur. C'est la même chose. Ou alors, le débat peut être ouvert et je suis prêt à prendre les questions, même si j'en suis pas un spécialiste. Mais c'est la même chose que ce qui se passe sur un navigateur internet, finalement. Sachant que sur Google, Amazon ou Facebook, qui sont évidemment richissimes en data, sont les concurrents numéro 1 de vos cousins de TF1. Donc moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a une opportunité extraordinaire pour un groupe comme Bouygues de créer plus de convergence entre Bouygues-Tel et TF1. Oui, tout à fait. Après, TF1, c'est un leader européen, donc Bouygues Télécom est un challenger national. Donc moi, je reste très humble et TF1 aura aussi besoin des données d'Orange et de Free et de SFR rien que sur le territoire français. Donc on est un maillon de la chaîne, mais on est probablement en capacité d'avoir des discussions pour comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est pas nécessaire. TF1 ne travaille pas exclusivement avec Bouygues Télécom. Il serait bien idiot de le faire d'un point de vue business. Ça n'a pas de sens business de travailler qu'avec un des 4 opérateurs de télécom.
Mais je te remercie pour cette vision prospective. Je pense que tu pourras la présenter à nos patrons. Mais voilà, donc c'est vrai que la monétisation de la donnée, c'est un petit sujet. C'est un sujet qui peut grossir. Il y a encore beaucoup de fantasmes, notamment sur les opérateurs de télécom, mais il y a aussi effectivement pas mal d'opportunités. Il y a de plus en plus aussi de data marketplace qui s'ouvrent. Donc ce sujet de est-ce que la donnée unitaire a une valeur, est-ce que vos données ont une valeur, on le sait depuis longtemps, ça c'est Google, Facebook, on le sait parfaitement que vos données ont énormément de valeur. Après c'est comment chacun va l'exploiter, et moi je reste, et en plus ça reste beaucoup dans l'ADN de ce groupe, hein, mais je reste persuadé qu'à la fin il y a quand même un sujet d'éthique à gérer. Et nous, notre business, il n'est pas fondé sur la vente de la donnée. Hein. Si les pouillèmes d'euros qu'on fait sur la vente de la donnée s'arrêtent ce soir, la boîte, elle continue de tourner et les clients, ils continuent de nous faire confiance. Mais c'est la stratégie de Verizon aux US, c'est celle-là. Ils ont racheté, AOL. Yahoo et AOL. Ouais, Yahoo et AOL, dans cette perspective de créer des relais de croissance en Absolument. apportant leur data à des acteurs médias. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que Yahoo, AOL et Verizon, qui est l'opérateur numéro 3 maintenant, parce que Sprint et T-Mobile ont fusionné, mais voilà, troisième opérateur aux États-Unis. Mais les États-Unis, c'est la taille de l'Europe. Ouais. Et donc, on a 3 gros opérateurs, si je compte la fusion des 2 précédents, on a 3 gros opérateurs qui se partagent l'Europe. Donc le volume de data est encore plus important. Mais c'est vrai que le rachat de Yahoo et de AOL, qui sont maintenant regroupés dans une JV qui s'appelle Oath, est porteur de valeur. Peut-être qu'ils nous montreront des use cases. Après, le RGPD ne s'applique pas aux États-Unis. L'utilisation des données personnelles, donc le ciblage, hein, on est dans le ciblage. Hein, le monde de Yahoo et d'AOL, c'est le monde de l'Internet, donc c'est le monde du ciblage personnalisé. Et la France et l'Europe se sont dotés de lois plutôt permettant aux consommateurs de s'exprimer sur ce sujet et de donner son consentement. On n'en est pas là aux États-Unis. Là, pour le coup, les périmètres législatifs sont extrêmement différents et permettent à Oath de se développer plus facilement aux US. Avant de terminer par une dernière question, justement prospective, on a commencé à en parler un petit peu, mais vous voulez parler sur les nouvelles techno. Est-ce que vous avez des questions justement sur ces sujets qui sont d'actualité et qui touchent pas mal de secteurs ? Non. Bon, alors moi j'ai une dernière question sur l'avenir. Donc vous avez parlé un peu des l'évolution des métiers un peu de chacun. Si on regarde les technologies, l'intelligence artificielle fait couler beaucoup de coups d'encre, les chatbots, on en a parlé. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez le plus et qui vous semblent les plus transformatifs dans l'univers du digital et de la data ? Élodie, je sais qu'il y a des choses qui sont déjà testées côté Best Western. Alors oui, il y a des choses en cours. Moi, je pense que les technologies qui sont les plus prometteuses, c'est les technologies qui capitalisent sur les interactions et les conversations, et les technologies qui apportent de la valeur ajoutée aux clients. Aujourd'hui, l'enjeu du marketing, c'est que les clients peuvent parler avec les marques. Avant, il y a quelques années, les marques parlaient aux clients et il n'y avait pas de retour des clients possible. Aujourd'hui, avec Facebook, on a 70% des données digitales qui sont créées par les clients. Donc il y a en fait un espèce de rapport de force inversé qui s'est installé puisque les clients ont la maîtrise de ce qu'ils souhaitent dire sur les marques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point avec le RGPD, c'est que on a une méfiance aujourd'hui qui va s'installer de plus en plus des utilisateurs à nous confier les données. Demain, je suis persuadée qu'on donnera nos données aux entreprises qui apportent une véritable valeur ajoutée et qui nous offrent une contrepartie qui soit tangible. Et cette contrepartie tangible, pour moi, c'est du serviciel. Donc, en fait, dans ce contexte-là, et d'interaction et de méfiance des données, les technologies qui vont être prometteuses, ça va être, pour moi, du chatbot, du shopping bot, en tout cas des technologies qui vont apporter quelque chose, qui vont apporter un service au client. Alors, on est en train, nous, de mettre en place aussi un chatbot sur notre site. On va voir comment ça va prendre. Je pense aussi à tout ce qui est reconnaissance vocale, qui, pour moi, va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Et plus globalement, en fait, l'assistant personnel digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
c'est aux marques de s'intéresser à l'environnement du client. C'est pas aux clients de s'adapter aux marques. Alors, on a tous créé des applications. Il y a des applications qui sont plus ou moins utilisées. Pour autant, on demande aux clients de télécharger une application. Demain, peut-être que ça se fera par la montre connectée. Peut-être que ça se fera via des technologies et des logiciels qui sont natifs dans le téléphone. Je pense à WhatsApp, je pense aux wallets, par exemple, qui permettent d'avoir des cartes de fidélité. Et je pense que le travail des marques vis-à-vis de la data et vis-à-vis du futur, c'est véritablement de prendre en considération l'environnement du client et de ne plus demander aux clients de s'adapter à nous et véritablement d'être dans une démarche d'interaction. Quand on voit le nombre d'adblockers qui est en train de voir le jour et de se multiplier, de toute façon, aujourd'hui, toutes les technologies marketing qu'on peut déployer pour améliorer la performance d'une entreprise, elles sont bloquées par le client. Enfin, aujourd'hui, on est les premiers à dire non, toute cette démarche marketing, on n'en veut plus. Alors, il faut contourner, il faut faire, voilà, et la data peut nous aider à travailler sur l'expérience client. Mais il y a un véritable enjeu pour moi, et les technologies qui seront prometteuses seront les technologies qui prendront en compte cet usage client et véritablement le client au centre du dispositif. Oui, alors le grand sujet de demain, ça va être l'intelligence artificielle, mais c'est un peu plus large, donc ça va être la voix, l'image et le texte. Pour rebondir sur ce que tu disais, Elodie, on va avoir effectivement un nouveau canal business qui va être le canal conversationnel, qui va se retrouver sur WhatsApp, Facebook Messenger, pour n'en citer que, mais aussi sur Alexa, Google Home, donc tout ce qui va vous permettre d'avoir une interaction. Les marques vont apparaître dessus, c'est déjà le cas, hein. Vous avez Monoprix sur Google Home ou sur Amazon, je ne sais plus, mais grosso modo, les marques vont arriver. Et c'est important parce que les marques vont aussi commencer à interagir avec vous, puisqu'elles vont il va pouvoir y avoir une analyse de texte. Donc on pourra imaginer, et donc du business, on pourra imaginer assez facilement que vous êtes sur WhatsApp, vous êtes en conversation de groupe, vous commencez à parler de sortir dans un resto, et vous pourriez avoir à ce moment-là TripAdvisor qui vous envoie une pub en disant... alors ça peut être très ciblé parce que vous voyez que vous discutez sur un resto dans le 7e arrondissement de Paris et il vous dit, bah tiens, en ce moment le top 3 c'est celui-là. Mais c'est ça qui va arriver demain. Alors ça va pas remplacer le web. Pour moi, ça va s'ajouter. Ça va pas remplacer le web, ça va pas remplacer le smartphone, mais ça va être un nouveau canal d'expression des marques. On sera plus dans le téléchargement de l'appli, on sera dans l'interaction directe. RGPD proposera probablement et nous permettra probablement de nous abstraire de ça. Mais néanmoins, comme toujours, entre la crainte et le bénéfice, pourra y avoir un moment où ça sera quand même beaucoup plus simple. Comme aujourd'hui, on sait que ça peut être on sait que les données de Google sont récoltées, mais pourtant c'est quand même plus simple de googliser ou d'être sur un Gmail. Je finirai quand même avec une vision un peu prospective. Je pense que tout le monde ici est dans une entreprise. On a le défaut de penser que l'IA, c'est les entreprises qui vont la déverser aux clients. Moi, je pense qu'il va y avoir, il y a déjà des exemples qui existent, il va y avoir des IA anges gardiens des clients. Il va y avoir finalement des compagnons. Il y a un exemple aux États-Unis qui s'appelle Trim, ou Do Not Pay, mais on va prendre Trim. Trim, il vous permet de négocier des rabais tout seul. C'est un chatbot, mais pour vous, c'est votre chatbot. Donc il interagit avec un chat humain ou un chat virtuel par exemple, de Comcast, qui est un opérateur de câble. Je vais préciser mon exemple. Il va négocier un rabais parce qu'il y a eu des pannes de réseau de télécommunications ou de réseau de câble, c'est la même chose aux US, le dimanche toute la journée. Mais vous n'étiez pas là, vous en fichiez parce que vous étiez parti faire une balade. Mais en fait, lui, il surveille tout pour vous. Et à ce moment-là, en fait, il va aller négocier un rabais en disant c'est inadmissible, ce n'est pas possible, il me faut un rebate. Et nous, on l'a essayé, notre filiale aux US d'exploration et de veille, elle l'a fait fonctionner, il a eu $10 de réduction sur sa facture. Donc n'imaginez pas, ou alors imaginez si vous êtes entrepreneur,
N'imaginez pas qu'il n'y aura que les marques qui auront, ou les géants de l'Internet qui auront des IA. Je pense que les clients auront aussi des contre-mesures pour pouvoir dialoguer avec les marques d'égal à égal, avec toute la puissance de l'intelligence artificielle. Donc on va arriver à des dialogues de robot à robot Ouais, entre très les marques. probablement, c'est tout à fait possible. On va gagner du temps, remarquez. Ah bah nous, on va gagner du temps, ça va nous libérer du temps. Côté Seb, le vocal aussi, c'est important pour vous. Il y a d'autres technos sur lesquels vous investissez? Investissement, c'est le mot d'ailleurs. Ouais, c'est le mot. Alors déjà, par rapport à là où on va, et par rapport à là dont on vient, donc, historiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des produits de qualité, j'espère, je pense, associés à des marques rassurantes qu'on vend à Darty, que Darty vend à des consommateurs. Avec toutes ces technologies et leur sophistication croissante, ce vers quoi on veut aller, c'est d'offrir des écosystèmes d'expérience qui vont accompagner les consommateurs dans leur foyer, avant, pendant, après un achat, et surtout dans la gestion de leur quotidien au sein du foyer. Donc par rapport à ça, il y a énormément de technologies dont on a déjà parlé qui vont nous permettre de pouvoir aller dans ce sens-là. Celle effectivement dont on n'a pas parlé, c'est la voix, qui est à coup sûr une grande opportunité. On voit les taux d'équipement qui croissent à une vitesse assez impressionnante aux US, mais aussi en Europe. 20% des foyers. Hein. Combien ? Aux États-Unis, 20% des foyers Ouais, sont équipés d'un j'avais assistant type Home ou Alexa. Après, la question, c'est... on est convaincu du fait que c'est un vrai sujet, un sujet qui est hyper stratégique. Après, la question, c'est le développement des usages. Donc ça, là, pour le coup, j'ai pas beaucoup de chiffres. Donc les gens s'équipent, mais est-ce qu'ils utilisent Alexa ou Google Home ? Mon expérience personnelle me laisse penser que c'est encore assez limité, parce que les usages, les services n'existent pas encore. Et du coup, derrière, la question, c'est dans un contexte où on a énormément de sujets, des ressources qui sont limitées, des budgets qui sont limités, arriver à faire les bonnes priorisations, intégrer au bon moment et à sa juste valeur ce sujet de la voix, pour pouvoir développer une courbe d'expérience sur ces sujets-là. Après, la façon dont on commence à le faire, aussi bien côté produit que marketing, c'est exactement la même que pour la data. Là, pour le coup, c'est assez simple. C'est s'appuyer sur nos partenaires. On travaille pas mal avec Artefact, on travaille avec aussi Google et Amazon là-dessus. Identifier les use cases, les mapper en fonction de ce qu'on pense être l'opportunité de création de valeur, la complexité de mise en œuvre, ce qui va nous permettre d'en sélectionner quelques-uns, de les tester. Ça marche, on déploie. Ça marche pas, on teste d'autres. Voilà, c'est comme ça qu'on se met en ordre de bataille. Mais pour le moment, c'est un sujet qui est évidemment dans le radar. C'est un sujet sur lequel le temps passé, l'implication est encore relativement limitée parce que les usages sont en construction, on pense. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Parce que là, moi, j'en ai plus. Donc, la parole est à l'auditoire. On n'est pas dans un meet-up, mais on peut quand même échanger. Sinon, ça veut dire qu'on a été très complet. Très convaincant. Convaincant. En tout cas, si vous n'avez plus de questions, on peut encore échanger. Je pense qu'il y a un petit café à la sortie. Je crois qu'on a un dernier slide peut-être pour parler de la continuité de ces sujets. Oui, on a la dernière conférence de notre cycle Data Innovation aura lieu le 23 novembre. Donc, si vous voulez retrouver encore des partages d'expériences, faire un peu le bilan sur les prochains projets des entreprises, ce sera l'occasion. Moi, il me reste à vous remercier vivement. J'ai beaucoup apprécié, même quand on prépare avec vous, mais on apprend encore plus de choses le jour de la table ronde. Donc, merci beaucoup pour ces partages et ces retours. Et puis, merci à vous d'être venus et j'espère que ça vous a plu. Merci. À bientôt. Merci.